Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Carnet de Dev by Apprendre.co. Je m'appelle Julien et après notre plongée dans le monde parfois intimidant de la cybersécurité, on va aborder aujourd'hui un autre sujet qui peut générer pas mal de stress et de frustration, la gestion de projet. Attention, on ne va pas faire un cours théorique sur des certifications PMP ou des diagrammes de Gantt. On va aborder la gestion de projet de notre point de vue, celui des développeurs dans les tranchées. Comment peut-on, à notre niveau, influencer un projet pour qu'il ne tourne pas au chaos ? Comment transformer des demandes floues en tâches claires et réalisables ? Comment répondre à la terrible question ? Alors, c'est pour quand ? Sans avoir envie de se cacher sous son bureau. Aujourd'hui, on va voir que la gestion de projet, ce n'est pas juste l'affaire des chefs de projet. C'est une compétence essentielle pour nous les développeurs, pour travailler plus sereinement et livrer de la valeur. Allez, c'est parti, on ouvre le carnet. On a tous connu ça. Ce fameux effet tunnel. Le client vous donne un cahier des charges de 50 pages, très détaillé, puis disparaît pendant 6 mois. Vous codez la tête dans le guidon, en suivant le document à la lettre. 6 mois plus tard, vous faites la grande démo, fier de votre travail. Et là, le client vous dit « Ah oui, c'est exactement ce qu'on avait demandé. Mais en fait, depuis le marché, il a changé. Nos priorités ont évolué. Ce n'est plus du tout ça dont on a besoin. » C'est un échec pour tout le monde. Du temps, de l'argent gaspillé et une énorme frustration. Pour éviter ça, le monde du développement a adopté les méthodes agiles. Le mot est souvent galvaudé, mais la philosophie derrière est simple. On accepte que l'on ne peut pas tout prévoir au début et on préfère construire le projet par petits bouts, en collaboration constante avec le client. Pour nous, développeurs, ça se traduit par des rituels et des concepts très concrets. Scrum, Kanban, ce sont deux approches les plus courantes. Scrum, c'est très structuré. On travaille par sprint, des cycles de 1 à 4 semaines, avec un objectif précis. À la fin de chaque sprint, on livre une nouvelle version fonctionnelle du logiciel. C'est idéal pour les projets où l'on peut planifier un peu à l'avance. Kanban, c'est beaucoup plus fluide. C'est un flux de travail continu, visualisé par un tableau avec des colonnes comme à faire, en cours, en revue, terminé. On prend une tâche, on la fait, on la livre. C'est parfait pour les équipes de maintenance ou les projets dont la priorité peut changer très vite. Les cérémonies agiles vues du dev. Le daily stand-up, ce n'est pas une réunion pour se justifier auprès du chef. C'est un point de 15 minutes pour l'équipe. Le but est de répondre à 3 questions. Hier j'ai fait ça, aujourd'hui je vais faire ça, et voici les points qui me bloquent. L'objectif est de lever des blocages. Si un dev dit « j'ai pas l'accès à l'API », un autre peut lui répondre « je te les donne juste après ». La démo de sprint, le sprint review, c'est le moment où on montre ce qui a été terminé pendant le sprint. C'est une célébration du travail accompli et surtout un moment crucial pour récolter les retours du client. La définition of done, DOD, c'est un concept fondamental. C'est un contrat, une checklist que toute l'équipe accepte. Qu'est-ce que ça veut dire terminer ? Qu'est-ce que ça veut dire coder ? Ou coder, tester, documenter et déployer sur l'environnement de production. Avoir une DOD claire évite les malentendus. L'agilité, au final, c'est une boucle de feedback très courte. On fait un petit quelque chose, on le montre, on apprend,
et on ajuste le tir. Voici le cauchemar de tout développeur. Un ticket dans Jira ou Trello qui dit « Améliorer la page de contact ». Améliorer? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chemin le plus court vers la frustration et le développement d'une fonctionnalité inutile. Notre rôle, en tant que développeur, n'est pas d'exécuter des ordres flous, mais d'aider à les clarifier. Pour contrer ça, on utilise un format simple et puissant, les User Stories. La structure? Simple. En tant que type d'utilisateur, je veux faire une action afin de obtenir un bénéfice. L'exemple, en tant que visiteur du site, je veux envoyer un message via un formulaire afin de pouvoir poser une question à l'entreprise. Cette simple phrase change tout. Elle nous donne qui, quoi et surtout le pourquoi. Le bénéfice utilisateur est la chose la plus importante. Mais dans une user story seule ne suffit pas. La magie réside dans les critères d'acceptation. C'est la checklist qui définit quand la tâche est terminée. C'est notre contrat. Exemple de critères pour notre formulaire. Premier, le formulaire doit contenir les champs nom en format texte, email en format texte, message en zone de texte. 2. Les champs nom et message sont obligatoires. 3. Le champ email doit être dans le format email valide. 4. Quand je soumets le formulaire avec des données valides, un email est envoyé à contact@entreprise.com. 5. Le contenu de l'email doit inclure les valeurs des champs nom, email et message. 6. Après l'envoi, un message de succès « Merci, votre message a bien été envoyé » s'affiche à la place du formulaire. 7. Si je soumets avec des erreurs, les messages d'erreur s'affichent en rouge sous les champs concernés. Avec ça, il n'y a plus de place pour l'interprétation. On sait exactement ce que l'on doit construire. Et si le client dit « Ah, mais je voulais aussi le champ pour le numéro de téléphone », on peut répondre « Ce n'était pas dans les critères d'acceptation. Créons une nouvelle user story pour ça. » Notre rôle est d'être le gardien de cette clarté. Il ne faut jamais hésiter à refuser un ticket flou en demandant poliment « Peux-tu me réécrire ça sous forme de user story avec des critères d'acceptation clairs ?» C'est un service que vous vous rendez et que vous rendez à tout le monde. Et maintenant, la question qui tue. Alors Julien, ça prend combien de temps? Estimer une durée en heures ou en jours est l'un des exercices les plus difficiles et les plus générateurs de stress dans notre métier. Pourquoi? Parce qu'on est optimiste. On oublie les imprévus, les interruptions, la complexité cachée que l'on ne découvre qu'en mettant les mains dans le code. Alors, comment on fait? On arrête d'estimer en temps. On utilise une méthode plus saine et plus honnête. Les points de complexité, les story points. L'idée est simple. On n'estime pas le temps, mais un mélange d'efforts, de complexité et d'incertitude. On le fait de manière relative. On prend une tâche de référence. Très simple. Par exemple, changer la couleur d'un bouton. Et on lui donne un point. Ensuite, pour chaque nouvelle tâche, on se demande est-ce que c'est plus ou moins complexe que notre tâche de référence? On utilise souvent la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13 pour marquer le fait que plus une tâche est complexe, plus l'incertitude est grande. Pour estimer en équipe, on utilise le planning poker. Le product owner ou le client présente une user story. L'équipe pose des questions pour clarifier tous les points et chaque développeur choisit secrètement une carte qui correspond à son estimation de points. Tout le monde relève sa carte en même temps.
Si les votes sont plus proches, par exemple que des 3 et des 5, on va prendre la valeur la plus haute et on passe à la suite. Par contre, si les votes sont très différents, des 2 et des 13, c'est là que la magie opère. Ça veut dire que les développeurs qui ont voté 13 ont vu une complexité énorme que ceux qui ont voté 2 n'ont pas vu. On en discute. Ah, tu as pensé à l'impact sur la base de données et aux tests de non-régression ? C'est un outil de communication et d'alignement formidable. Et comment on répond aux clients alors ? Grâce à la vélocité. Après quelques sprints, on sait que l'équipe arrive à faire en moyenne, disons, 25 points par sprint. Si le projet total est estimé à 200 points, un simple calcul, 200 divisé par 25, nous dit qu'il faudra environ 8 sprints pour le terminer. C'est une prévision basée sur des données réelles, bien plus fiable qu'une estimation au doigt mouillé. On a parlé de la planification du travail de la démo. Mais il y a une dernière cérémonie agile qui est à mon sens la plus importante et pourtant la plus souvent négligée. La rétrospective. La rétrospective, c'est une réunion à la fin de chaque sprint où l'équipe se pose et réfléchit, non pas au produit, mais à ses propres processus. C'est le moment de l'introspection. Le format le plus simple est de répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant ce sprint ? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et quels ont été nos points de douleur ? Quelles actions concrètes pouvons-nous mettre en place pour nous améliorer au prochain sprint ? C'est ce 3e point qui est crucial. Une rétrospective sans plan d'action ne sert à rien. Les actions doivent être petites, concrètes et assignées à quelqu'un. Exemple de problème. Les revues de code prennent trop de temps. Les pull requests restent bloqués pendant des jours. L'action ? Pour le prochain sprint, nous nous engageons à relire les pull requests de nos collègues en moins de 24 heures. La condition sine qua non pour qu'une rétrospective fonctionne, c'est la sécurité psychologique. C'est un espace où l'on doit pouvoir parler librement sans peur d'être blâmé. On critique un processus, pas une personne. On ne dit pas « Julien a mal codé ça », mais on dit « La tâche de Julien était mal spécifiée, ce qui a causé des allers-retours ». C'est le moteur d'amélioration continue. C'est grâce à la rétrospective qu'une équipe passe de moyenne à excellente. Pour refermer ce chapitre très dense de notre carnet, la gestion de projet. Vu de notre côté de la barrière, ce n'est pas de la bureaucratie. C'est un ensemble de pratiques qui nous donnent le contrôle. En adoptant une communication agile, en exigeant des spécifications claires, en utilisant des techniques d'estimation relatives et en prenant le temps de nous améliorer continuellement avec des rétrospectives. Nous réduisons le stress, nous améliorons la qualité et nous nous assurons de livrer de la valeur. Ce sont ces compétences humaines et organisationnelles aussi importantes que de savoir écrire du bon code. C'est tout pour aujourd'hui dans Carnet Dev by Apprendre.co. J'espère que cette vision de la gestion de projet vous a parlé. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. D'ici là, codez bien et que vos projets se déroulent sans encombre.